Peut-être rapidement, pour introduire notre webinaire aujourd'hui, il est devenu un lieu commun, voire un euphémisme peut-être de dire que la pandémie mondiale de COVID-19 a profondément et radicalement bouleversé le monde du travail. Alors, pour plusieurs, et c'est le cas autant pour ce qu'on appelle maintenant les travailleurs et travailleuses essentiels que pour les personnes qui ont été propulsées très rapidement en télétravail, l'organisation du travail a radicalement changé et notamment en ce qui concerne les horaires de travail et la durée du travail de façon plus générale. Alors, ce qui est un constat et un lieu commun, encore une fois, de plus en plus important, c'est que les perturbations qui ont été causées par la pandémie ont entraîné un brouillage accru des frontières entre le temps de travail et le temps de hors travail. Alors, aussi important de souligner, il me semble, pour mettre la table à la discussion que nous aurons aujourd'hui, que ces bouleversements dans le monde du travail, dans l'organisation du travail, interviennent dans un contexte préexistant de détérioration des conditions de travail pour plusieurs, détérioration causée par autant l'intensification ou je dirais l'interface entre l'intensification et l'extensification du travail. Donc, évidemment, augmentation de la tâche finalement à effectuer, combinée à une augmentation du nombre d'heures travaillées, tant sur les lieux du travail qu'en dehors des lieux du travail. Alors, cette interface entre les phénomènes d'intensification et d'extensification du travail touche différents groupes de travailleurs et de travailleuses. Et ce qui va être intéressant de constater aujourd'hui, à l'aune d'un regard qu'on posera sur deux groupes de travailleurs et de travailleuses qui font face à des défis très différents sur le plan de la régulation du temps de travail, c'est jusqu'à quel point est-ce que le droit du travail et la régulation juridique du travail est capable de contrer les effets justement de ce brouillage entre le temps de travail et le temps hors travail observé durant la pandémie, certes, mais qui vraisemblablement persistera bien au-delà de celle-ci. Et la question, évidemment, c'est si les points de référence, qui est le temps de travail et le lieu de travail, sont devenus encore plus fragiles avec la pandémie, comment définit-on maintenant qu'est-ce que constitue du travail qui semble un prérequis essentiel à la régulation de sa durée? Alors, sans plus tarder, je présente les 4 panélistes qui se joignent à nous aujourd'hui. Le format sera un format assez souple de table ronde, après laquelle il y aura une période de questions avec la salle et vous serez invités à poser vos questions de vive voix ou encore dans le chat, je m'excuse, la boîte de commentaires par écrit, voilà. Alors, notre première panéliste, ma collègue Lily Genin, professeure à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal, Pierre-Samuel Proulx, agent de recherche principal à l'Alliance de la fonction publique du Canada, Abdullah Riyad, who is a gig worker and member of Gig Workers United, and Jennifer Scott, who is also a gig worker and president of Gig Workers United. Alors, je vous rappelle qu'en fin de séance, nous aurons une période d'échange, une période de questions et je vous prie vraiment de prendre en note vos questions, vos commentaires et d'intervenir à ce moment-là. La présente table ronde sera indubtablement enrichie par vos commentaires et vos questions. Alors, je sais que sont présents et présentes aujourd'hui des personnes d'un peu partout, autant du Canada que des États-Unis et du Royaume-Uni. Alors, j'aimerais peut-être, pour mettre la table encore une fois et que tout le monde parte un peu avec les mêmes acquis ou connaissances, que 2 panélistes présentent un peu le champ d'activité auprès de quels membres ils interviennent et quels sont leurs champs d'intervention. Alors, maybe I could start with you, Jennifer. Could you basically tell us what is Gig Workers United and who are your members and what work do you tend to them? That's for me? Okay, so hi, I'm Jennifer.
for us, so for me, like I'm a gig worker, I deliver on Bicycle in Toronto. I work for apps like Uber, DoorDash, Skip the Dishes, Corner Shop, delivering like hot food and sometimes shopping for groceries and delivering groceries. But Gig Workers United is about uniting folks who work on apps together. So members of my union work in cars, on bicycle, on e-bikes, some of them even like deliver walking. And they deliver food, shop for and deliver groceries, say like on Instacart, which is a really big company I imagine a lot of folks know, as well as some folks doing rideshare too. So it's a very large community. And the idea is that all of us, no matter the city we work in, no matter the type of vehicle that we use or the app that we work on, we are all experiencing the same problems, and those problems are all rooted in the same place, which is misclassification, because we are misclassified. And so the solution that we need is a solution where no matter the way we work, it will help and improve life for all of us. So if we all unite together, we all have the power to have better working conditions. Thank you, Jennifer. I'll turn the table to Pierre Samuel, peut-être expliquer dans quel domaine ton syndicat intervient et qui sont vos membres. Et merci, Dalia. Donc, je suis vraiment heureux aujourd'hui d'être avec vous pour discuter des défis concernant les heures de travail à l'ère COVID. Mon employeur, l'Alliance de la fonction publique du Canada, représente plus de 220 000 travailleurs au Canada, dont environ 150 000 sont dans la fonction publique fédérale à divers niveaux, donc au sein d'agences et de départements. Mais nos membres ne travaillent pas seulement pour des ministères des agences du gouvernement fédéral. On a aussi des membres qui sont dans des sociétés d'État, des universités, donc des étudiants gradués, surtout des casinos, des services communautaires, des aéroports. Donc, on est très diversifié. Enfin, on a plus de 300 unités de négociation à travers le Canada avec nos membres. Donc, c'est beaucoup la fonction publique fédérale, c'est pour ça qu'on est reconnu, mais on représente aussi beaucoup d'autres types de travailleurs. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, oui, je tournerai le micro vers ma collègue Émilie Genin, peut-être sans aucune pression, pour t'inviter un peu à mettre la table pour cette table ronde et peut-être nous expliquer finalement, quand on parle, on utilise beaucoup ce terme de brouillage des frontières entre le temps de travail et le temps de travail. Peut-être pour nous expliquer, nous décrire le phénomène et brosser dans des tendances très transversales, quelles sont les conséquences de ce phénomène-là. Oui, merci beaucoup Dalia, merci à tous d'être ici. Alors, sans pression, oui, bien sûr. Alors, je te retournerai la question sur ton introduction où finalement, tu as introduit le phénomène en disant, ben voilà, on a besoin d'un outil pour quantifier, mesurer le travail et limiter le travail, tant du point de vue des travailleurs pour les protéger que du point de vue des employeurs pour les protéger du vol du temps aussi. Alors, jusqu'à présent, le meilleur outil qu'a trouvé le droit du travail pour quantifier l'activité de travail, c'est le temps de travail. Et en fait, on n'en a pas d'autre. On n'a pas vraiment d'autres outils à notre disposition pour mesurer, quantifier, limiter le travail que le temps de travail. Or, cet outil du temps de travail qui a très bien fonctionné dans un mode de production donné, donc le mode de production fordiste, avec un lieu de travail clairement séparé du lieu de vie, avec des horaires de travail, qui s'est développé autour d'une norme d'emploi standard, donc pour un seul employeur à temps plein et ainsi de suite. Eh bien, ce cadre, en fait, autour duquel la vie s'est organisée jusqu'à peu près au milieu des années 80, a connu de grands bouleversements, les bouleversements du travail, la mondialisation, les délocalisations, bien sûr les avancées technologiques, et les modèles de production ont profondément changé. Avec ce changement des modèles de production, la norme de temps de travail standard, eh ben, de plus en plus, elle s'est dégradée. Donc, on a observé finalement un effritement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Canada, les personnes qui occupent un emploi dit standard, c'est-à-dire de 9 à 5 pour un employeur unique, 2 jours et ainsi de suite, ce serait à peu près 30%. Des travailleurs. Donc, cette norme s'est effritée et avec elle s'est effritée la norme de temps de travail. Donc, le temps de travail a connu une grande redéfinition et ça, c'est important de le souligner, ça a commencé bien avant la pandémie.
Donc, la pandémie a agi comme un accélérateur de ce phénomène de brouillage des frontières entre le temps de travail et le temps personnel. Alors déjà, à l'époque, dans ma thèse de doctorat, je parlais de porosité des temps. Et comment est-ce qu'on définissait la porosité des temps? J'avais repris les critères européens finalement de définition du temps de travail qui se basaient sur le lien de subordination, donc l'employé subordonné à son employeur, le fait d'être à disposition de son employeur et le fait d'effectuer un travail commandé par l'employeur. Donc, quand ces 3 critères sont remplis, indubitablement, on est face à du temps de travail. La porosité des temps, ça intervient quand un ou plusieurs de ces critères soit ne sont pas rencontrés, soit c'est difficile de définir. Par exemple, on peut facilement différencier la porosité des temps du télétravail parce que le télétravail, le critère de travail commandé est clairement défini, donc c'est clairement du temps de travail. Maintenant, évidemment, avec les nouveaux modes de production, notamment les travailleurs de plateforme, où là, le risque est déplacé de l'employeur vers l'employé, puisque l'employé n'est plus un employé, n'est plus un salarié de la plateforme qui l'emploie. Eh bien, ces nouveaux modes de production ont introduit plus de flexibilité. Il n'y a plus de lien de subordination aussi clair que dans une relation d'emploi. Mais est-ce que les travailleurs sont à la disposition de l'employeur? Oui, parce que le temps où vous attendez qu'on vous donne du travail, c'est un temps finalement durant lequel vous êtes à disposition de votre employeur. Donc, ça a introduit ces nouveaux modes de production, ces nouvelles formes d'organisation du travail ont introduit plus de porosité des temps. Alors, j'avais aussi classifié 3 formes principales de porosité des temps. Donc, l'extension du travail vers des lieux de travail non traditionnels, par exemple la maison. Typiquement, je n'ai pas fini ce que j'avais à faire au bureau, donc je finis à la maison. Alors aujourd'hui, avec le télétravail, ce dont on se rend compte, c'est une extensification des horaires de travail. Donc, des gens qui vont soit commencer beaucoup plus tôt le matin ou finir plus tard le soir. La porosité des temps dite structurelle, donc c'est quand l'activité travail elle-même va induire une certaine forme de porosité des temps. Alors, pour des travailleurs qualifiés, on pourrait penser par exemple à des déplacements professionnels. Pour des travailleurs de plateforme, encore une fois, on pourrait penser aux temps qui sont travaillés mais qui ne sont pas rémunérés. Par exemple, vous attendez que le donneur d'ordre vous donne du travail. Vous êtes entre 2 livraisons. Donc, ces temps-là qui ne sont pas facilement classifiés comme du temps de travail, mais qui sont induits par l'activité elle-même. Et la dernière forme de porosité des temps que j'avais étudiée, c'était l'empiètement du temps personnel sur le temps de travail. Donc là aussi, sans doute qu'avec la pandémie et la généralisation du télétravail, eh bien de plus en plus, on alterne des tâches ou des tâches personnelles, du temps personnel. On va répondre à des courriels personnels, faire commander son épicerie en ligne, puisqu'on parle des travailleurs de plateforme, pendant le temps qui supposément est du temps de travail. Et ce phénomène-là a été très, bien entendu, intensifié avec ce qu'on a connu au Québec dans les dernières semaines, où par exemple, on avait l'école à la maison. Et donc, là, on se retrouvait à faire l'école aux enfants en même temps qu'on essayait de répondre à des courriels professionnels. Alors, c'était difficile de garder sa santé mentale. Donc, la pandémie a bien entendu accéléré ce phénomène. Les conséquences, eh bien, les conséquences, dans certains cas, comme tu l'as mentionné, Dalia, c'est une extensification du temps durant lequel on est à la disposition de l'employeur. Donc, on n'est pas forcément au travail, mais on est à la disposition de l'employeur. Par exemple, un phénomène que l'on a observé pendant la pandémie, c'est qu'avec le télétravail, les courriels entraient de plus en plus tôt le matin et sortait de plus en plus tard le soir. Donc avant, peut-être quand on était au bureau, votre collègue ou votre patron se gardait une petite gêne pour ne pas vous envoyer un courriel à 6 heures du matin. Maintenant, c'est rendu tout à fait normal parce que on sait qu'on est en télétravail, puis que peut-être ça nous arrange, peut-être pas. Mais alors, le signal qu'on envoie à travers ça, il faudrait questionner vers quelle culture de temps de travail on s'en va.
Et puis, peut-être avant de m'arrêter sur les conséquences, c'est bien sûr la pandémie a exacerbé les choses. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est le lien entre les modèles de production et les effets sur le temps de travail. Hein. À mon avis, c'est le brouillage des frontières, la porosité des temps plus grande est due aux transformations des modèles de production qui l'ont induite, qui ont créé cette porosité des temps. Et puis, finalement, pour répondre à la dernière question sur est-ce que la régulation, le droit du travail en l'état actuel protège convenablement les travailleurs de certains excès, au Québec, il me semble-t-il, la réponse est clairement non, parce que justement, nous sommes dans des configurations de travail, d'organisation des temps de travail qui ne correspondent pas à l'époque ou au mode de production pour lesquels ont été pensées les régulations actuelles. Merci beaucoup. Je pense qu'Émilie, tu nous fournis une riche mise en bouche, en tout cas, pour poursuivre le webinaire. I would now turn to Abdullah, Jennifer, and Pierre Samuel to ask you, so maybe with regards to the people you are working with, what are the specific challenges that they face with regards to working time? And obviously thinking about how work is organized, how the income model has an impact on working time, and obviously how working time has become or is becoming or always was for certain groups of workers, a tool to actually discipline workers. So I don't know who wants to start, Jennifer, Pierre Samuel. Abdullah, go right ahead. So, hi, let me introduce myself. I'm Abdullah, Gig Worker United. I'm doing gig work since 5 years. I do DoorDash, Uber Eats, Rideshare, Skip the Dishes, Instacart. Instacart is a grocery. I buy the grocery and deliver it. And one of the timing issues that we have is we don't know when it's busy, when we should start or when to stop. Sometimes we, like for an example, if there's like a football game going, it might be a busy, and that might be in the weekdays or weekend. It might be in the morning or evening time. We have no clue about it. And we might like have a schedule to do our grocery or go out with family or friends or visit our doctor, and suddenly it's busy. So we have to skip our plans and our life. And this is how it affects our personal life. It affects our health. Sometimes we plan to go out and work till like 8 p.m., 9 p.m. It gets busy and we don't know that. We have no information about it. And then we're stuck working till midnight. So it's very difficult to know when to start and when to stop. And those platforms controls our life. Obviously we're working to make money at the end of the day. So when you're going out there and you don't get any orders, you have to spend more time till you get orders, get money to pay bills and get like food on the table. And this is the most challenging thing. And there's no limit. We work, some of us like me, I work sometimes 16 to 18 hours a day. And 7 days a week, Christmas time, New Year, stat holiday, weekend, weekdays. So it's like it's keep running. So it's really not healthy. And I run the table to Jennifer. Thanks, Abdullah. You know what? I want to tell you a little bit of a secret. So this is by no means a secret if you're a gig worker. This is fact, but apps have worked really hard to keep this a secret from everybody else for a very long time. The vast majority of people who work for apps are people who work part-time or seasonally or it's temporary. The vast majority of the work that is done by people who work full-time. And so when we talk about blurring the lines between the time when you're working and the time you're not working, to me, that really stands out as an important place to start. We also know from all of the gig workers internationally who have been organizing and the experiences that they're sharing, the apps tend to prioritize newer folks with promotions and bonuses, and the apps have
some obscure, unknown penalization system in place that impacts workers in regards to their access to promos and bonuses. So if I'm working full time, if Abdullah is working 80 hours a week, if I'm working 50 hours a week, I'm doing the vast majority of the deliveries that are being done on this app in this city. However, consistently what I'll find is that I am earning less and less and less, and I'm being offered fewer and fewer promotions. And those can relate maybe to how much time I'm working and my perceived value to the company, or they can relate to penalizations, all of which is totally obscure to me. I don't know where I stand on any of that. But what that turns into for me, because this is my full-time job, this is how I make my money, I begin to work more. And I begin to work 60, 70, 80 hours a week to earn what I was earning at 40 or 50 hours a week. And so when we talk about being a gig worker, especially over the long term, and a full-time gig worker, what we see is like they're legit. There is no boundary. It's not real. We don't have one. Apps send us emails and texts and push notifications and call us when it works for them. It doesn't matter if you're eating supper. It doesn't matter if you're taking care of your children or you're at your other job. They will call you and you will need to answer because your job is on the line. Because you will be deactivated if you are not part of whatever process they are looking to go through. That's the reality for us. We have no control over that boundary, and apps are looking to remove any accountability that we have to assert the boundary. I hope that's helpful. It's very helpful. Maybe Jennifer, just before I turn to Pierre Samuel, can you just maybe give some examples of I'd say the opacity of the app and the systems that you work in? So basically, how are those systems transparent or not to the workers that work for them? And can you give us examples to show us really what you mean by I'd say the opacity or the lack of transparency in a way? So most of the people that I know who have this specific experience are bike couriers like myself. And so this happened to me just a few months before the pandemic. This is the last time it happened to me. I took a delivery. Now at that time, I'm very critical of the apps. I don't think they pay me correctly. So I screenshot everything. So I accept this delivery, and this delivery was supposed to pay $5.80. And I complete this delivery, and it's later. I finished my shift a long time ago. I'm at home and I'm just scrolling through the app, seeing who tipped me, how much did I earn that day, how long was I working, that kind of thing. And I see that delivery paid only like $4.20, and I'm like, is that right? And I double check the screenshot. I double check that I'm right, and I'm right. It paid less than I was told it would pay before I accepted the delivery. So I contact the app, which for me is like an in-app text messaging system. And really and truly, like on my phone, it looks like just like a chat text bubble, right? And I'm like, hey, this order didn't pay correctly. And they're like, oh, we'll look into it. And I'm like, okay, I have a screenshot. I can show you. I can send it to you. Just let me know how, and it was the next day, and they get back to me and they're like, hey, we looked into it. You're absolutely right. We did not pay you correctly. We will fix that. Just to confirm, though, we've reassessed that delivery and we think the correct pay is $3.65. And then like a text message screen, the little, like the box where I would tap to type back and be like, no. I can't type in it anymore. They've deactivated my ability to respond. That's it. The appeal is over. I no longer have the ability to contact them. Is that a helpful example? Very, very helpful. Thank you very much, Jennifer. I think it's very helpful to understand, I'd say, how the income model and the way the app, from a technical perspective, really is a tool that has an impact on the number of hours. I think Abdullah pointed out very, very precisely how it has an impact on the numbers of hours that you'll have to work to actually reach some form of economic security. So I'm going to turn to Pierre Samuel and te poser un peu la même question, peut-être les défis particuliers du groupe de travailleurs et de travailleuses auprès desquels vous travaillez, évidemment un groupe très différent.
Et justement, peut-être pour brosser là, des défis peut-être communs jusqu'à un certain niveau. On pourra en parler après de cette question-là. Oui, c'est intéressant, merci, parce que je me disais justement ça. Je pense que c'est difficile de trouver quasiment des groupes de travailleurs plus extrêmement opposés en termes de conditions de travail que les fonctionnaires du gouvernement fédéral et les gig workers, mais je pense effectivement qu'on va malgré tout trouver certains points communs, puis que la discussion est d'autant plus intéressante pour cette raison-là. Peut-être pour situer un peu la discussion dans notre univers, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de certains résultats d'un sondage qu'on a mené en ligne auprès de nos membres au début de l'année 2021. Parce qu'il faut savoir qu'on est en négociation en ce moment avec le Conseil du Trésor du Canada pour plus de 100 000 travailleurs dans la fonction publique fédérale. Beaucoup de ces travailleurs-là sont des travailleurs de bureau, comme on pourrait les appeler. On représente aussi des gens qui sont des travailleurs de métiers plus manuels, donc il y en a qui sont des plombiers, des menuisiers. Ces gens-là sont toujours au travail, mais on a beaucoup de travailleurs de bureau. Quand je dis toujours travail, ils vont sur le lieu de travail encore, mais on a beaucoup de travailleurs de bureau qui travaillent à distance. Donc, on a voulu faire un sondage pour essayer de prendre le pouls un peu de nos membres en prévision de la ronde de négociation pour savoir un peu où est-ce qu'ils se situaient par rapport à ces changements-là, justement, dans leurs conditions de travail. Puis pour savoir quel type de changement il faudrait apporter à certaines de nos revendications à la table pour mieux refléter leur nouvelle réalité. Et on a reçu plus de 10 000 réponses. Le sondage a été assez populaire auprès de nos membres. Puis, parmi les résultats intéressants, je parlais qu'on avait beaucoup de membres qui travaillaient à distance. C'était environ le 3/4 de nos membres qui travaillent à distance et qui travaillent toujours actuellement à distance dans la fonction publique fédérale. Puis, lorsqu'on leur a demandé s'ils souhaitaient continuer de pouvoir travailler à distance, c'est près de 90% des membres qui ont répondu qu'ils voulaient continuer à travailler à distance, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, majoritairement à temps plein même, même une fois que les conditions allaient nous permettre de revenir au bureau. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu déjà à travers les médias, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a confirmé nous-mêmes. Nos membres aiment le travail à distance en général lorsqu'ils y ont goûté et veulent en majorité continuer à pouvoir du moins à temps partiel, pouvoir travailler de cette façon. Puis, ce qui est intéressant dans le contexte de la discussion, c'est que les travailleurs à distance sont beaucoup plus susceptibles que les autres travailleurs de demander un horaire de travail flexible à leur employeur. C'est pas très surprenant, mais ils se sentent définitivement plus soutenus, puis les supérieurs ont davantage tendance à accorder des heures de travail flexibles lorsque le personnel travaille à distance. Donc, c'est 87% des travailleurs qui se sont dit soutenus par leurs supérieurs lorsqu'ils ont demandé de faire des heures de travail flexibles lorsqu'ils étaient à distance versus près de 50% des travailleurs lorsqu'ils étaient au travail. Donc, déjà là, on voit qu'on a vraiment deux groupes d'employés qui ont des réalités différentes. Puis c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, puis auquel on sait qu'on va devoir tenir compte parce que on a vraiment deux réalités différentes lorsqu'on parle à nos employés, dépendamment si on parle des gens justement qui travaillent à distance ou qui ont continué de se rendre au travail en personne. Mais dans le fond, si je me concentre sur justement ceux qui travaillent à distance, je pense qu'on était très intéressés de savoir puis de leur demander quels étaient les désavantages justement qu'ils percevaient avec le travail à distance, parce qu'on comprenait qu'ils aimaient ça, mais on voulait quand même savoir un peu plus est-ce qu'ils s'y voyaient des désavantages avec ce travail-là. Puis c'est intéressant parce que malgré le fait qu'ils aimaient beaucoup l'opportunité de pouvoir travailler de la maison, quand même un tiers des personnes interrogées ont indiqué que ça avait créé une difficulté pour eux à s'absenter du travail. Donc, c'est un peu ce qu'on a décrit depuis le début, c'est-à-dire qu'ils sont davantage connectés, là, justement, comme vous l'avez mentionné au début, Dalia, la frontière entre le travail et la vie personnelle est tout simplement plus floue. C'est venu brouiller cette frontière-là et bon, on sait que beaucoup de recherches démontrent que justement, ça peut être dangereux, ça peut comporter des risques pour la santé si, comme une augmentation d'anxiété, si cet état de connexion-là permanent n'est pas entrecoupé de périodes de repos suffisantes. Donc, c'est quelque chose quand même qui nous inquiète un peu quand on voit les résultats, puis qui nous a fait se poser certaines questions. Puis quand on allait un peu plus loin, justement, en leur demandant des questions par rapport aux attentes, des fois, de leurs superviseurs au niveau du travail en dehors des heures normales,
il y avait un répondant sur 5 qui mentionnait que on s'attendait de lui à ce qu'il consulte ses courriels ou ce qu'il travaille en dehors des heures de travail habituelles au moins une fois par semaine. Ce qui est quand même 20% des gens interrogés. Donc, c'est pas un petit groupe non plus qui disait quand même qu'une fois par semaine, on s'attendait à ce qu'ils regardent, qu'ils fassent du travail finalement à l'extérieur de leurs heures de travail. Et tout ça dans un contexte parce que 70% de nos membres ont déclaré avoir l'impression que leur charge de travail avait augmenté au courant des dernières années. Donc, finalement, si on regardait tous les résultats ensemble, ça nous donnait l'impression que nos travailleurs avaient une impression de flexibilité accrue lorsqu'ils travaillaient de la maison. Donc, une potentielle amélioration du niveau de conjugaison travail-vie personnelle, mais qu'une part de cette flexibilité-là accrue, c'était aussi seulement transformée en augmentation des heures de travail et de la productivité à la maison. Et je pense que cet état-là des choses peut s'expliquer de plusieurs façons. Je vais revenir un peu plus tard, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'important de comprendre, c'est que dans la fonction publique fédérale, la question de mérite est très importante de la façon que les promotions sont offertes. Et les employés sont évalués, dans le fond, par leurs supérieurs de façon à ce qu'ils doivent normalement, pour obtenir une évaluation maximale, ils doivent dépasser les attentes. C'est le langage qui est utilisé par les superviseurs. Donc, pour beaucoup de travailleurs, cette façon-là de dépasser les attentes, c'est d'en faire plus que ce qui est normalement requis, donc de faire des heures supplémentaires sans les réclamer, de travailler davantage les soirs et les week-ends. Donc, c'est une façon de compétitionner avec ses collègues et de se faire voir d'une façon positive par son superviseur pour obtenir certaines de ces promotions-là. Donc, je vais y revenir plus tard, mais c'est quelque chose qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'employés qui ont des conventions collectives qui régissent les heures supplémentaires, qui régissent le travail la fin de semaine, la mise en disponibilité, le travail par poste, mais qui ne demandent pas nécessairement, qui ne font pas valoir leurs droits sur la convention collective malgré qu'ils y ont accès. Merci. Pierre Samuel, peut-être pour poursuivre dans cette lignée-là, peut-être Jennifer et Abdullah nous ont parlé de comment le mode de rémunération avait une incidence sur le temps de travail, était susceptible d'augmenter la contraignabilité, par exemple. Peut-être nous parler un peu du mode de rémunération de certains de vos membres ou de la plupart de vos membres et nous dire à quel point, justement, le mode de rémunération et les formes que ça peut prendre, à quel point ça joue, justement, sur l'étendue de la durée du travail et sur peut-être ce que Abdullah évoquait, l'imprévisibilité ou la plus grande contraignabilité. Oui, ben, je pense que une des questions, c'est sûr que nous, la plupart de nos membres reçoivent un salaire annuel qui est régulier, donc avec des heures de travail qui sont bien définies. Pour la plupart d'entre eux, c'est 37,5 heures par semaine. Certains travaillent 40 heures par semaine, dépendamment de leur métier, mais la plupart, c'est 37,5. Puis, lorsque quelqu'un fait du temps supplémentaire, ils ont droit, dépendamment à quel moment le temps supplémentaire est fait, ils ont droit à des montants allant de 1,5 à 2 fois le montant horaire qu'ils recevraient normalement pour une heure de travail régulière. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette façon-là de faire, normalement, devrait s'appliquer à toute heure qui est à l'extérieur d'une journée régulière de travail, qui est de 7 heures le matin à 18 heures le soir. Ça, c'est une journée de travail. N'importe quelle heure de travail faite à l'extérieur de cette journée-là de travail régulière devrait normalement compter pour des heures supplémentaires. Et ce qu'on voit, c'est que nos membres font énormément de travail à l'extérieur de ces heures-là pour toutes sortes de raisons. Des fois, ça va être parce que, justement, conciliation, travail, vie familiale, aller chercher les enfants à l'école, et il y a une espèce de sentiment, je pense, de se sentir en quelque sorte quasiment coupable ou redevable envers l'employeur, de pouvoir justement avoir accès à cette flexibilité-là. Donc, même si ça signifie des fois qu'ils vont faire davantage que les 7,5 heures de travail qu'ils sont supposés faire dans une journée, on voit un très bas taux d'employés qui réclament ces heures supplémentaires-là lorsqu'ils font ce travail-là tôt le matin ou tard le soir après la fin de la journée régulière. Donc, c'est un peu, c'est le défi pour nous, c'est que ces employés-là avaient pas aussi l'habitude normalement de réclamer ces types d'heures-là supplémentaires parce que souvent, c'est des employés qui n'en faisaient pas nécessairement beaucoup, qui allaient au bureau, qui faisaient leur journée normale, puis qui revenaient à la maison, puis qui se déconnectaient tout simplement du travail.
Merci beaucoup. Alors, on va peut-être passer, Émilie, tu l'as soulevé tantôt, tu en as parlé de comment le droit du travail était susceptible de contrer justement les changements dans les temporalités professionnelles. So I'm gonna turn to Jennifer and Abdullah now. Let's talk about the current legal framework that we globally call labor laws. How can labor law actually hinder the counter effects of these changes in professional temporalities? So I don't know who wants to go first, Jennifer or Abdullah. And I think that part of this, I'd say, conversation can also be put into light a recent report that was rendered public at the end of 2021 in Ontario called The Future of Work, and where there's a suggestion to put forward a third pillar, which would grant a certain number of workers basic employment rights. And I'd like to hear you about this idea of a third pillar in the context that several gig workers are considered to be misclassified. So I don't know who wants to go first, Abdullah, Jennifer. I'll go first. So speaking about the hours, so yeah, everyone knows like they have like to spend 30 hours or 40 hours to get that much of paycheck, and it's like a yearly salary. But for us, when we go out, we don't know if next week we're working 40 hours or 80 hours. We don't know if it's busy or not. And then when we're working, keeping in mind that we don't pay taxes immediately, we need to file our taxes next year. So some people, when they reach next year, they prefer buying food or paying rent. And then when it comes to the tax season, we don't have money to pay taxes. And then the interest will start accumulating here and there, and it never ends. And in some cases, like what something very bad is we don't have paid break or vacation time. Even if we spend 80 hours a week doing food delivery, we still don't have a vacation. If someone gets injured, like for me, it was at the first winter which I worked, and I was holding a pizza on a hand and a bag, and on the other hand my mobile phone. I slept on my back, I hit my back, I broke my phone. At that time it cost me around $400 to fix it, but still I lost my full income. I didn't get any support to fix my phone, and the pizza were fine and it was delivered successfully, but still there wasn't no even a tab. And I just went to I couldn't go to a doctor, to be honest. I couldn't afford it at that time, so I just like spent a weekend in the home with no income. So it's very bad. So, and when it comes like to a third category, what Uber is suggesting, my understanding, long story short, is like just making this public that hey, you have to lose all your rights. So for me, as someone who's working 50 to 60 hours a week, I should get like vacation pay, blah blah blah. No, when it comes to this, you're like an independent contractor. But when I want to choose my own customers, no, I'm not independent contractor. Now, when they treat me as an employee. So did anyone ever hear like, hey, Abdullah, an Uber driver, he have his own card, his own like advertisement, and you can call only Abdullah from Uber or Abdullah from Skip the Dishes. No, you order only from Uber. I can't do my own advertisement. So I'm not like self-employed. I work for Uber, and I can't. If I told Uber like, hey, I delivered to that home before, I don't feel safe for reasons 1, 2, 3. I don't want to deliver there anymore. They don't have the option to do that. So I can't choose my route. I can't choose my customers. I can't advertise my business. I can't choose my rates. If I'm going like to a downtown with like traffic, I need to charge extra. I can't do that. So I'm treated as an employee in all aspects. But when it comes to our rights, like vacation pay and break time and sick leave, no, I'm self-employed. Yeah. I mean, what Abdullah is describing, every gig worker has their own version of that, but the story is always the same, right? I love talking about the ORAC and Uber's lobbying because it is so malicious and so like clearly intentional. I'm like, why are we not all talking about this all the time? In early 2021, Uber began lobbying. Now, of course, they started that lobbying by lobbying the workers and then the government. Now, not only the province of Ontario, where we are, but every province and territory in the country. And
those who have not yet been lobbied will be lobbied. What they are looking to do is to create a third category of worker in the provincial legislations or territorial legislations, and then also to introduce something called portable benefits. Now, in the ORAC committee, in that third pillar, that really defining piece on what the ORAC committee was studying and how it pertains to gig work, it was really and truly, it was Uber's flexible work plus proposal in different words. And it was so clear to all of us as we were reading it that this is what that was. Gig workers fought really hard to participate in that process. Abdullah was one of them. Abdullah, do you want to tell folks what that was like? Could you say that again, Jennifer, please? What it was like when you were participating in the ORAC process, when you were writing your letter submission and going to the meeting. Okay, so first, they didn't give us a chance, a lot of us, to attend. And when we were doing this work, everyone experienced different things. Standing on the location, if you're delivering by a car or a bike or walking, they didn't give us much of options for us to be there. Plus, the questions were asked in a way that our answer will work for their best interest. So they were not asking, like for me, they told me like, hey, Abdullah, what about, did you ever think about going back to school and having a degree to start like making good, like enough money? I was like, I'm doing 2 jobs. I already have a bachelor's degree and still it's not enough, but that doesn't mean I'll lose my right as a courier. I spent like 5 years in this field and you're asking me to go to a school. So their questions, they're like, it was very difficult. It wasn't working for our best interest. It was working only for their best interest. And if we try to explain our issue like, hey, we need a break time, then they will answer us like, okay, so let's ask you that you have flexibility to start whenever you want. Yeah, I have a flexibility to start like as like go online and go offline. But when it comes like to how much money I make, I don't have that flexibility. In the end of the month, I have certain bills to pay, so I need certain much of money to make. So that's what controls me. So I don't know. It wasn't going well, and I felt that it was like kindly a waste of time. It was a corrupt process. It's what it was. And what the ORAC committee has recommended is exactly what Uber has lobbied for. And so that feels very clear. And, you know, a lot of folks look down on gig workers. And so, and that's just the way it is. We deal with that, right? But it's especially poignant in a moment where the government is saying, hey, we've done research. We've looked into how to make things better for you. And we're recommending something that is the absolute opposite of what you need or what you are fighting for. You're gonna love it. That is so offensive. And it is so frustrating as workers. And so, you know, where we are in Ontario right now, of course, ever so slightly ahead of Uber's lobbying in other provinces, we are in a position where the Minister of Labour has insinuated that on February the 22nd, we may see legislation in line with the ORAC recommendations, in line with ORAC's lobbying. And what this means, like to pull this into context, right? What does this mean? It means that the Employment Standards Act in Ontario is meant to be a definition. What is the minimum, the absolute least that employers are responsible to their employees for? And what is the minimum amount of accountability that workers have to their, that they can hold their employer responsible for? And within this document that establishes minimums, we are looking at describing and defining a maximum. A third category within that document creates a defined 2-tier system. And so when I think about that, I think about what I've learned being part of the labor movement. And this phrase that I hear all the time, you know, we're working to raise the floor, to build the floor, this floor. That employment standards is this floor
And everybody stands on this floor, and from this floor we reach upwards, and whatever it is that we need at work that will make our lives better quality, we get it from standing on that floor together, united. And for people, because it won't just be gig workers, if a third category is brought into that document, it will mean that that floor becomes a ceiling. And no matter how much we fight, no matter how good our unions are, no matter how strong we are, that will always be a ceiling. And so what we see is that Uber has found a friend in our government, and that our government is looking to turn that floor of employment standards into quicksand, that all of us, really and truly, not just gig workers, all of us will fall very deep into and struggle to pull ourselves out of. We've already seen gig work spread to other industries, to other workplaces. I'm sure you are familiar. We know there are gig workers in healthcare. We know there are gig workers in teaching and tech. I don't know if you're familiar with this, Prop 22, which would have been Uber's early lobbying, which successfully passed in California. Yesterday or the day before, a new copycat law was filed in California that would create a Prop 22 for PSWs. This is an intentional and malicious movement. It is a movement to roll back workers' rights to something that has never existed in our lifetimes. It is a movement to disempower unionization. And it is a movement to put workers in a position where there is a limit on what we have and what we can demand of our employers. For me, when I think about working in the pandemic, I think about my coworkers, my union members. I think about the people in my community. And we watched folks who have a lot of money make decisions to not help us, to not put holds on evictions, to not help us. And now what we are seeing is that they are calling that behavior the future of work. Our future of work is a future where we are left behind. That's not one that we're okay with. So of course, gig workers uniting together, fighting back, we're gonna win. I'm sure you'll hear more about that, but it is very dire. And I want to try and express how serious and how big the consequences of this are. Because if you are in Canada, then this will come to your province, it will come to your territory. And it is not a fight that only gig workers can fight. It is a fight for everybody who works. It's shaping our future. It'll be a lot of work, but it's a fight we can win, and it's one that we all have to participate in. I hope that's helpful. Very, very helpful. Thank you, Jennifer. So anyone who's interested, you can Google the report on future of work, the future of work, Ontario, and you will find it very easily with several recommendations from, as our colleagues mentioned, a committee. Emilie, we'll come back to you after, maybe if you can give us conclusive remarks on the issue of labor law. But before, I'd like to hear Pierre Samuel about, when your union, the challenges you're facing in collective bargaining on the issue of limiting this blurring between working time and non-work time. So I'll turn to you, and then we'll turn to you, Emilie. Merci. Ben, une des choses qu'on entend beaucoup parler puis qui est à la mode dans le droit du travail récemment au Canada, c'est la question du droit à la déconnexion. Puis, on sait que récemment, l'Ontario a adopté un projet de loi à cet effet, mais la loi ontarienne, dans le fond, oblige les entreprises à élaborer une politique sur la déconnexion du travail, mais sans préciser vraiment les scénarios que les entreprises doivent considérer. On sait aussi que le gouvernement du Canada a mené des consultations pour aider à définir des solutions donnerait aux travailleurs sur réglementation fédérale le droit de se déconnecter. Je vais me concentrer sur la négociation collective. C'est quelque chose, bien sûr, qu'on a tenu en compte. On a nous-mêmes une demande par rapport au droit à la déconnexion parce que, bon, quand on a demandé justement à nos membres quelles étaient leurs priorités pour le processus de négociation, c'est sûr que l'équilibre vie professionnelle, vie privée, travail à distance, c'était considéré comme des grandes priorités, comme j'ai dit un peu plus tôt. Même que normalement, dans nos sondages précédents, la sécurité d'emploi était toujours l'enjeu après les salaires qui étaient nommés en priorité par nos membres, mais cette fois-ci, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée était passé au deuxième rang des enjeux les plus importants.
Donc, à tout le moins, le message qu'il nous envoyait, c'est qu'il voulait qu'on essaie de trouver des solutions par le biais du processus de négociation collective à cet enjeu-là. Mais un des problèmes auxquels on est confronté à négocier justement un droit à la déconnexion, par exemple, c'est que, un peu comme je l'ai dit plus tôt, les heures de travail sont déjà codifiées par notre convention collective. Désolé. Ce que je veux dire, c'est que en vertu de nos conventions collectives dans le secteur public fédéral, du moins, un employé a déjà le droit techniquement de ne pas répondre aux communications de son employeur en dehors des heures de travail normales. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'impact d'une politique sur la déconnexion dépend vraiment des employés, s'ils décident de l'appliquer en quelque sorte. Donc, ce qu'on essaie de négocier, c'est une clause de droit à la déconnexion dans la convention collective, non pas qui vient vraiment avoir un impact sur les heures de travail, mais qui vient renforcer le droit de nos membres à dire non lorsqu'on s'attend à ce qu'ils participent à des communications liées au travail en dehors des heures de travail normales. Et de cette façon-là qu'on le fait, c'est vraiment essentiellement en ajoutant un libellé qui précise qu'il ne peut y avoir aucune représailles, aucune mesure disciplinaire ou aucun vraiment aspect négatif à un employé d'exercer son droit à la déconnexion. Parce que, comme on dit un peu plus tôt, c'est souvent des impacts perçus par les employés qui les empêchent de demander de se déconnecter ou de demander le temps supplémentaire auquel ils ont droit. C'est souvent pas un problème nécessairement de contrat de travail, c'est un problème de perception de la part des employés par rapport à leurs droits puis aux attentes de leurs employeurs. Merci beaucoup. On va revenir un peu plus tard là, sur les avenues peut-être d'intervention possibles et peut-être prometteuses, mais aussi les défis qui demeurent. Peut-être, Émilie, là-dessus, sur les différentes voies qui ont été évoquées par nos co-panélistes, peut-être un point de vue justement sur comment on peut partir d'une situation et se diriger vers le meilleur ou vers le pire. Oui, merci. Donc, je vais rebondir sur le point de Jennifer et sur cette idée d'abaissement des standards collectifs. Et tout à fait, depuis plusieurs années, cette idée de faire plus avec moins et ainsi de suite, plus l'idée véhiculée que finalement on aurait des travailleurs privilégiés avec des bonnes conditions de travail et puis cette espèce de mouvement vers lequel on va vers l'abaissement des conditions de ces travailleurs privilégiés comme on a pu le voir par exemple dans le secteur de la santé. Avec la pandémie, je prendrai l'exemple des préposés aux bénéficiaires dont on s'est aperçu que oui, ces gens n'avaient pas de poste à temps plein, donc travaillaient à temps partiel dans 2 voire 3 établissements et c'est comme ça que la COVID a été dispersée dans des CHSLD, entre autres. Donc, nous avons de nombreux exemples et bien sûr qu'il faut renverser la perspective et recentrer la régulation du travail vers l'atteinte de meilleures normes pour tout le monde et non pas l'abaissement vers les normes minimales. La recatégorisation me paraît une avenue fort intéressante. Il n'y a pas qu'au Canada, en France aussi, il y a ce débat sur les gig workers en disant bah, ce sont des salariés, il faut requalifier ces travailleurs. Ils entrent tout à fait dans la catégorisation du salariat et ça, si on reprend les critères de définition du temps de travail dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le lien de subordination. En fait, je pense qu'Abdullah et Jennifer ont parfaitement démontré qu'il y avait pratiquement aucune marge de manœuvre par rapport aux demandes de la plateforme. Alors, on voit que l'employeur, là, c'est Big Brother, c'est même plus un employeur, c'est une plateforme. Donc, cette absence de marge de manœuvre par rapport aux demandes de la plateforme fait en sorte que le lien de subordination, il est là. Il y a votre vie et votre temps est subordonné à cette plateforme. Et de mon point de vue, sans être une juriste, hein, je suis modestement prof de gestion des ressources humaines, ça justifierait une requalification vers un lien d'emploi plus traditionnel qu'est le salariat.
Et dernière remarque sur ce dont nous parlait Pierre Samuel, la rémunération intangible. Donc, la rémunération intangible, c'est par exemple la perspective d'avoir des promotions, de progresser dans l'organisation, d'avoir une carrière intéressante. Puis là, on parle de la fonction publique canadienne, donc on imagine bien que les possibilités d'avancement, de promotion sont quand même nombreux, il y a des belles perspectives. Donc ça, c'est une chose. Ma collègue Mélanie Laroche mentionnait dans le chat qu'il y avait aussi l'identité professionnelle, en fait, hein, pour certaines professions. Par exemple, les enseignants, les infirmières, ne pas faire bien son travail, c'est problématique. Hein, cette sensation de ne pas être capable de fournir un travail bien fait pour le service de la collectivité, parce qu'il y a quand même un sens du bien commun, souvent qui guide. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur les professionnels de la fonction publique qui montrent que cet esprit de service public, c'est un incitatif très, très fort au dépassement dans le travail, donc notamment au temps supplémentaire et ainsi de suite. Donc, il y a cette identité professionnelle, cette mentalité de service public qu'il ne faudrait peut-être pas sous-estimer. Et finalement, ce sont des modes de gestion qui se sont développés au cours des dernières années, qui amènent à l'intériorisation de la norme de travail et qui amènent l'individu à s'auto-exploiter, donc à s'exploiter lui-même, puisque je dois bien faire mon travail. Si je veux progresser, je ne déclare pas mes heures supplémentaires parce que ça risquerait d'être mal vu. Alors, ces mécanismes sont quand même assez bien identifiés et connus, documentés aussi. Ça date d'avant la pandémie. Encore une fois, la pandémie a sans doute exacerbé ces phénomènes-là. Pour ce qui est du droit à la déconnexion, alors je ne suis pas une spécialiste du cas français, mais en fait, je n'ai pas l'impression que ça ait porté des résultats extraordinaires, hein, la loi sur le droit à la déconnexion, puisque finalement, c'est l'individu lui-même qui décide de ne pas se déconnecter. Mais quel est son libre choix, entre tous les impératifs professionnels dont on a parlé. Donc, c'est plutôt ça, pour moi, plutôt que le droit à la déconnexion, c'est vraiment l'organisation du travail qu'il faut questionner et les formes d'organisation de la production qui amènent à ces phénomènes de brouillage, à ces phénomènes d'auto-exploitation. Merci beaucoup, Émilie. Je veux quand même peut-être partager pour le bénéfice de l'ensemble de la salle qu'effectivement, l'Ontario a introduit une politique dans l'équivalent de la loi sur les normes du travail, le Employment Standard Act, une politique de droit à la déconnexion. Puis je veux quand même souligner que dans la législation ontarienne, ce qui est imposé aux employeurs de plus de 25 employés, il faut quand même le souligner, c'est des employeurs d'une certaine taille qui doivent doivent s'assurer qu'il y a une politique en place sur le droit à la déconnexion qui leur permet effectivement, et le droit à la déconnexion est défini comme étant ne pas répondre à des communications qui peuvent arriver là, via différentes plateformes. Mais il faut quand même le souligner, ce qui est imposé ici en Ontario, c'est de la mise en place d'une politique, évidemment avec... il n'y a pas d'obligation quant au seuil que cette politique-là doit prévoir ou les modes de la déconnexion. Aussi peut-être pour contribuer à la réflexion collective et à la discussion, des études qui ont été menées en France dans les dernières années depuis la mise en place du droit à la déconnexion montrent que souvent, dans plusieurs milieux, ce qui a été constaté, c'est qu'en fait, on prenait la politique qui circulait sur l'Internet, un modèle de politique de droit à la déconnexion et on l'incorporait, je dirais, dans les politiques d'entreprise, comme une politique supplémentaire, une politique de droit à la déconnexion, mais qui parfois s'articulait très difficilement avec la réalité du travail qui était en cours. Donc, encore une fois, ici, il faut peut-être réfléchir, et là, peut-être que c'est une question, peut-être pour Émilie et Pierre Samuel davantage, mais faut-il pas réfléchir à la façon que la politique, le droit à la déconnexion est réfléchi, peut-être dans les conventions collectives ou dans nos lois du travail, à savoir quelle est la participation des travailleurs et des travailleuses dans le développement de cette politique-là et à quel point elle est articulée, la politique, avec la réalité du travail et pour contrer ce qu'Émilie évoquait, c'est-à-dire une importante internalisation
par les travailleurs et les travailleuses d'exigences implicites posées par l'organisation du travail. Alors, je pense que c'est important aussi de le dire. On en parle souvent du droit à la déconnexion et là, c'est un sujet dont on va de plus en plus parler, je pense. Mais il faut de demander de légiférer sur le droit à la déconnexion, c'est une chose, ou de l'introduire dans les conventions collectives aussi, mais il faut réfléchir à comment on le fait et comment on développe finalement le contenu substantif de ce droit à la déconnexion. Alors, je veux quand même le mettre sur la table et justement pour peut-être procéder au dernier bloc de questions avant d'ouvrir la période de questions et de commentaires à la salle. Et je vous invite d'ores et déjà, si vous avez des commentaires, des questions d'une personne qui le fait, notre collègue Mélanie Laroche le fait dans la boîte de discussion, vous pouvez écrire un commentaire, une question d'ores et déjà, pas besoin d'attendre à la fin ou encore peut-être tantôt lever la main si vous voulez intervenir de vive voix en anglais ou en français, ce sera possible aussi, je le souligne. Donc, peut-être comme dernier bloc, je dirais qu'il me semble que ce serait bien quand même de réfléchir à quelles sont les avenues prometteuses, justement, pour prendre en compte cette nouvelle réalité, que ce soit sur le plan de l'action collective ou sur le plan de la régulation juridique, là, vraiment essayer de réfléchir sur les deux fronts. Et évidemment, quels sont les défis ou les pièges qu'il faut éviter ce faisant. Maybe we can turn to you, Jennifer and Abdullah, to, as I was saying in French, basically, what are the promising avenues, maybe in your case, both in terms of collective action and legal regulation, and what are the pitfalls that we should avoid? And if possible, I'd really like you to talk about the links that you have with the Canadian Union Postal Workers and to tell us what are the advantages of having a link with such a union in terms of the way you think and do collective action. So I don't know if Abdullah or Jennifer wants to speak first. I would love to talk about that. So Gig Workers United is a community union. So we are not certified. I have to just like preface. So like originally we started as Foodsters United. We're gig workers who worked for Foodora, unionizing Foodora in Toronto and Mississauga. We did successfully do that, and we certified that union with 90% of workers across 2 cities voting yes for the union. But the company declared bankruptcy and left the country. So we created this community union with this understanding that, again, like what we have in common and what we are all fighting for. And I mean, that community unions have existed in Canada before, and community unions being part of formal unions, that's existed before. I can't really think of any examples that come to mind in my lifetime, but it's happened. It is, I think, really interesting in the framework of like gig work and organizing gig workers. And when we look at gig workers organizing, what I guess, and I say we here, but I guess maybe I don't quite mean me, but you know, what do we as unionists need to think about and to reevaluate formal unionism and sort of formal thoughts on what unions are and how they help and benefit workers. And I think what we see is like workers derive a lot of community from their union, particularly for gig workers who work in this way that is isolated. And with having more flexibility in what the union means to us and how it is defined and what it chooses to take on and do, and with the union being very rooted in like on the ground work, governed by people who are on the ground organizing, I think that asks us to kind of question what are the necessary changes that are coming to the way that we think about how unions function and what they mean to workers. And I think when we talk about the future and the future of work and that future being fairly dark and fairly frightening and very disempowering, the idea of a union that is very rooted in the direct needs of the workers and that is flexible enough to not be, you know, stuck in confines that maybe hinder the organizing. I think that we open the door for more creative, more powerful organizing, and it will be
the techniques that we create, the techniques that other gig workers and similar folks create, these will be the ones that lead us through that future, you know, where employers are working to disempower us and take away the power of our unions. And so I guess what I mean to say is, like, gig workers organizing, absolutely necessary, because we know we deserve better and we want it. The ways that we are choosing to organize are ways that are slightly different than the tradition that we're used to, that we grew up with. And that, I think, can bring some very much needed new breath, new energy, new ideas to the union movement, a movement that is very strong, that is very necessary, but maybe also a movement that needs to change with the people who are working as they are working. And for me, when I think about that, and what does that mean 5 years from now, 10 years from now, I think that means CUPW is going to be a really fucking strong union. Like, that's an exciting future, right? And I can't imagine what our broader labor movement will look like as more people who work in precarious work begin to join and organize in the ways that feel organic and natural for them. Abdullah, do you want to add anything? I think you covered all points, Jennifer. Okay. Maybe, Jennifer, if I can push you a little forward, just maybe to kind of give us examples or illustrate the way of the solidarity between, you know, QPW and Global Gig Workers United works, and how is it thought of? How is it thought of, but also how does it really play out concretely? Maybe if you can give us a few examples or try to illustrate that. So, like, the first kind of big picture one that comes to my mind is, like, CUPW members across the board, like, you know, Toronto, everywhere I go, when I talk to CUPW postal workers, they're very quick, like right away, they're just operating under the same assumption that I am. Oh, you're a gig worker, you're part of CUPW, you're part of the labor movement, you are a real worker, which I don't know if maybe that doesn't carry the same weight for you that it does for me, but you know, the rest of the world is constantly telling gig workers that our work isn't real work. So that's a huge, that's a huge thing. To give you, like, kind of an example too, when we were organizing as Foodsters United, you know, we're creative people. We're a little bit chaotic. We like to have a good time, you know? And when we were at the labor board, we would go to the hearings. We went to all of them. There were so many people that the labor board had to delay the first hearing and book a larger room because so many gig workers came. And every hearing that we had, we would have a rally in front of the labor board. We would bring food because, of course, gig workers don't always have access to food, precarious income, precarious access to food. So we bring food. We would sing. We sang a lot. We sang Solidarity Forever. We sang lots of things. Every single time, postal workers came. Postal workers came. They stood behind us. They did that kind of care work that we often find ourselves doing when we're in organizing. There were many times where I was at those rallies and, you know, standing a couple feet away from me is a journalist or a politician, and there's a postal worker who comes up and is like, hey, let me introduce you. This is a gig worker who's organizing their union. You need to know them and you need to talk to them and respect them. And so, like, what I think of when I think of having a relationship with a formal union is there are people who are kind of privileged. There are a lot of folks who are privileged in that they have good jobs and they have union jobs, and, you know, and they are making space for folks who don't have that privilege to join the conversation, to sit at the table, to be recognized as members of the labor movement, real workers, people who are organizing, who are doing something immense and something that will win. And I think in a lot of ways, we don't, especially when we have precarious work, we don't always feel like there is space for us at the table, or that people want to bring us into that room where decisions are being made. And so in having a relationship with a formal union, we have an entire crew of people who are so excited to share that space with us and to help change the future with us.
So I really enjoyed that part. Thank you very much, Jennifer. Very helpful. Peut-être, personnellement, je me tournerai maintenant vers une autre réalité du travail qui est la vôtre. Et pour réfléchir un peu, justement, ça a été évoqué tantôt, la question des arrangements flexibles, le flex work et tout ça. À quel point tout ça est une avenue prometteuse et quelles sont les autres avenues prometteuses dans un contexte de négociation collective? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Peut-être aussi, je poserais cette question-là aussi pour Émilie tantôt. Est-ce qu'il faut attendre que l'État intervienne avec du droit légiféré pour infléchir un peu les conventions collectives ou qu'est-ce qui peut venir justement en termes de capacité transformatrice de la négociation collective dans les différents milieux qui sont plus à même peut-être justement de prendre en compte les réalités de l'organisation, propres à l'organisation du travail dans un certain milieu. Alors, c'est quoi les avenues prometteuses de votre côté que vous voyez? Ben, je pense pour faire un peu de chemin sur ce que Jennifer vient de mentionner de façon très éloquente, j'avais dit qu'il y aurait peut-être à quelques points des ressemblances. On a des membres qui, sans être dans des conditions aussi précaires que les gig workers, travaillent dans des conditions qui sont un peu similaires tout de même. On a des gens qui travaillent pour un bureau qui s'appelle Opération des enquêtes statistiques, qui sont des intervieweurs qui travaillent un peu comme si vous pensez aux gens qui font le recensement. Donc, c'est des intervieweurs qui travaillent pour Statistique Canada puis qui font mais toutes sortes d'autres sondages autres que le recensement qui sont faits à longueur d'année pour le compte de Statistique Canada. Et une partie de ces travailleurs-là, du moins avant la pandémie, travaillaient sur le terrain, donc allaient directement chez les gens. Donc, c'est des gens qui étaient basés de la maison, qui recevaient sur leur ordinateur un certain nombre de dossiers de gens qui devaient aller visiter, qui étaient dans leur région. Donc, ils se rendaient en voiture par eux-mêmes, puis ils devaient aller faire des entrevues. Mais ils ne savaient jamais, d'une semaine à l'autre, combien de dossiers qu'ils allaient recevoir. Donc, leurs heures de travail, dépendamment des besoins opérationnels de l'employeur, variaient de façon vraiment considérable. Et ils étaient tous à contrat. Puis, il faut comprendre que l'employeur voyait la situation de leur précarité d'un très bon œil, en quelque sorte, parce que puisque le plus gros frais pour l'employeur était presque leurs frais de déplacement lorsque ces gens-là en personne se rendaient dans les différentes localisations dans leur région, ils multipliaient les embauches auprès de la population pour embaucher le plus possible d'intervieweurs pour couvrir le plus grand espace régional pour être capable de donner le travail toujours à la personne qui était située le plus près de l'adresse où il devait se rendre pour l'entrevue. Donc, ça faisait en sorte que nos travailleurs travaillaient, je dirais, en moyenne souvent environ 20 heures par semaine. Et même l'employeur qui nous a dit ouvertement que c'était le sweet spot qu'il visait pour que, c'est comme si leur but c'était de garder tous les employeurs dans une sorte de précarité de temps partiel, ou est-ce que parfois, cependant, il y avait besoin d'avoir du temps plein parce qu'il y avait des sondages plus importants qui s'en venaient. Donc, même c'était difficile pour ces gens-là d'avoir un autre emploi pour être capable d'occuper, d'avoir une semaine à temps plein parce qu'ils ne savaient jamais quel genre de semaine de travail ça allait recevoir. Puis, je donne cette histoire-là parce que on a quand même fait des gains très importants pour ces employés-là. Alors qu'ils étaient tous à contrat, on était en mesure de négocier une convention collective où est-ce que une grande partie a été convertie en travailleurs indéterminés, avec des conditions de travail aussi qui leur permettaient d'avoir un minimum de certaines heures de travail, puis d'avoir accès à des congés maladie, des vacances, des choses qu'ils n'avaient pas lorsqu'ils travaillaient selon leur propre horaire puis qu'ils décidaient eux-mêmes quand ils allaient se rendre pour faire les entrevues. Donc, c'est des travailleurs qui avaient certaines conditions qui sont similaires à celles qui sont décrites par Gig Workers United ici avec nous, puis qui ont obtenu des gains en se mobilisant au sein d'un syndicat. Puis, donc, je pense qu'il y a des histoires à succès aussi qui ont eu lieu, puis je suis certain que Gig Workers va suivre la même route puis va trouver une façon d'améliorer leurs conditions de travail. Pour la question des heures de travail, j'ai envie de dire que notre questionnement lorsqu'il négocie la convention collective, c'est comment codifier un langage clair pour l'ensemble des scénarios qui peuvent exister au niveau des heures de travail. On sait dans le fond que, comme j'ai déjà dit plus tôt, nos membres, c'est populaire cette flexibilité-là.
Du moins, il y a une impression de popularité. Bon, pour certains, je pense qu'ils le voient comme une occasion de mieux exploiter les moments de la journée où ils sont plus productifs et ils peuvent intégrer peut-être d'autres activités dans leur journée, de l'activité physique, coordonner un peu l'horaire enfant garde école. Mais ce qu'on parle, des fois, la discussion qu'on a avec nos membres, c'est que parfois, il faut faire attention à ce qu'on souhaite. Et c'est pour ça qu'on est très prudent dans la manière qu'on aborde la flexibilité autour des heures de travail parce que on voit ça comme quelque chose qui peut rapidement devenir une pente glissante. Ce qui peut être, ce qui peut sembler une bonne idée pour quelqu'un aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas dans quelques années. Donc, quelqu'un qui voit d'un bon œil de pouvoir travailler le week-end et qui va demander une permission spéciale à son employeur pour pouvoir le faire, pourrait peut-être dans 2 années, lorsque leur situation familiale change, je trouve que finalement, c'est pas vraiment à leur avantage d'avoir des heures de travail anormales de cette façon-là. Donc, la question souvent qu'on pose, c'est de la flexibilité, mais de la flexibilité pour qui? Parce que souvent, notre interprétation de la flexibilité puis l'interprétation de l'employeur pour une flexibilité accrue n'est pas tout à fait, se rencontre pas tout à fait. Puis je peux donner peut-être une anecdote vraiment très simple. Dans le fond, dans le passé, lorsqu'on a négocié des heures de travail flexibles pour séduire les employés, on avait un employeur qui souhaitait prolonger les heures de travail normales. Donc, j'ai parlé que la journée de travail, normalement, était de 7 heures à 18 heures. Puis, il souhaitait seulement faire en sorte que la journée commence à 6 heures le matin au lieu de 7 heures le matin. Puis, on lui a répondu à cet employeur-là, vous savez, nos membres, certains sont intéressés à commencer plus tôt le matin. Ils travaillent dans des grands centres-villes, ils veulent éviter le trafic. Ils voudraient pouvoir commencer plus tôt. Donc, on est prêt à s'entendre avec vous, mais ce serait prêt sur une base volontaire. Donc, ce serait les employés qui, de façon volontaire, pourraient décider qu'ils veulent commencer un peu plus tôt le matin. Puis, à tout moment, ils pourraient aussi décider que finalement, ils veulent revenir à un horaire de travail régulier. Et l'employeur n'était pas intéressé parce que ce qu'ils étaient intéressés, c'était d'obtenir, eux, cette flexibilité-là supplémentaire pour pouvoir séduire les employés d'une façon, à travers le Canada, d'une façon à couvrir davantage de réseaux horaires et d'avoir moins de besoin de certains bureaux. Donc, je pense notamment à un employeur qui avait des centres d'appel. Pour eux, c'est plus facile de faire une rotation des employés dans leur centre d'appel si les heures de travail sont plus longues puis ils n'ont pas besoin de payer de primes supplémentaires. Donc, c'est une façon, c'était un enjeu si simple, mais malgré quelque chose de simple, de juste allonger une journée de travail d'1 heure le matin et se retrouver finalement avec sans solution, puisque l'interprétation de l'employeur d'une flexibilité accrue pour les employés puis la nôtre n'était pas du tout la même finalement de qui bénéficierait de cette flexibilité-là. Puis, je pense qu'un des plus grands problèmes qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de façon prescrite, claire et transparente pour l'attribution des heures de travail dans la fonction publique fédérale. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup des syndiqués, de travailleurs syndiqués qui vont souvent avoir l'attribution des heures de travail en fonction de leur ancienneté ou de d'autres façons qui sont moins claires et transparentes. Au sein on n'a pas le concept d'ancienneté dans la fonction publique fédérale pour l'attribution des heures de travail. C'est encore une fois souvent le concept de mérite qui va s'appliquer au niveau du travail par poste, par exemple. Puis, ce manque de clarté-là aussi nous rend un peu, comment je pourrais dire, effrayés de vouloir ouvrir la porte à une plus grande flexibilité de la part de l'employeur parce que la situation pourrait rapidement devenir hors de contrôle aussi, à savoir qui, quand, comment, pourquoi travaille à certaines heures et à quel moment. Merci beaucoup. Peut-être, Émilie, encore une fois, sans aucune pression, je te donnerai peut-être le mot de la fin avant de se tourner là, vers la salle. Il y a déjà des commentaires là, qui entrent. Justement, sur cette question des pistes prometteuses et des pièges à éviter, tant sur le plan de l'action collective que de la régulation. Évidemment, c'est un vaste thème. On aurait pu faire 3 jours complets là-dessus, mais peut-être quelques commentaires conclusifs là-dessus. Oui, alors au niveau des conclusions, ce qui ressort des discussions avec 2 groupes de travailleurs fort différents, moi j'ai envie de dire, questionnons-nous sur les enjeux sociaux du temps de travail. C'est-à-dire, j'aurais envie de dire, sortons le temps de travail de l'univers du travail parce que finalement, ce sont des enjeux bien plus larges qui sont sous-jacents. Puis c'est l'exemple que je donne toujours. En fait, les enquêtes ont mené que la qualité du parentage des employés qui avaient des horaires atypiques était moins bon
que ceux qui avaient des horaires réguliers. Donc, ça a un impact sur les enfants, sur le nombre de fois où vous criez sur vos enfants, où vous jouez avec vos enfants. Et donc, ça a un impact sur le décrochage scolaire, ainsi de suite. Donc, il faut sortir ces questions de temps de travail d'une dimension purement comptable et voir plus loin les enjeux sociaux, donc sur la réussite scolaire des enfants, parce que vraiment, le temps de travail des parents a un effet sur la réussite scolaire des enfants, sur la qualité des soins qu'on donne aux personnes, sur des enjeux de santé publique. Donc déjà, première chose, la question, le travail de nuit, c'est connu, c'est documenté, ça a des effets sur la santé physique et mentale. Donc, 1 heure de travail n'est pas égale à 1 heure de travail. C'est-à-dire qu'une heure de travail le lundi de 9h à 10h n'est pas égale et ne devrait pas être égale dans une approche comptable à 1 heure de travail de nuit le dimanche entre 10h du soir et 11h du soir pour livrer un repas. Parce que là, on parle d'une heure de travail atypique qui a des conséquences sur l'individu, mais aussi des effets collatéraux sur les proches de l'individu. Alors, je pense qu'il faut situer les enjeux beaucoup plus larges de cette question du temps de travail et sortir de cette comptabilité. C'est extrêmement difficile parce que nous sommes tous conditionnés à penser qu'1 heure est égale à 1 heure et que le temps, c'est quelque chose de fixe, de linéaire, qui s'écoule. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Deuxième remarque, les alliances avec des acteurs peut-être moins traditionnels ou entre différents acteurs syndicaux pour vraiment aller chercher des coalitions, je pense, sur ces questions-là, qui effectivement, Jennifer le mentionnait, ce qui se passe aujourd'hui avec les gig workers, qu'est-ce qui nous dit que ça ne va pas, ces modes de gestion qui ont l'air de donner des effets quand même intéressants pour les employeurs, là, qui ne vont pas se diffuser dans la fonction publique, dans des milieux de travail traditionnellement où les emplois étaient jugés comme des bons emplois et ainsi de suite. Donc, encore une fois, renverser la perspective et chercher à ce que ce soit les bons emplois aux bonnes conditions de travail qui percolent et pas l'inverse. Et donc, pour cela, je pense effectivement que des stratégies d'alliance, alors sans être non plus une grande spécialiste des stratégies syndicales, mais d'aller chercher des alliés sur ces questions-là. Comme on l'a vu. Et puis, et bien finalement, sur le fameux effet inhibiteur des lois, où reconnaître les dangers, pas les dangers, mais les limites de la régulation mur à mur, comme tu l'as dit, Dalia, sur le droit à la déconnexion, où finalement ça pouvait paraître une bonne idée, mais dans l'application, on a vite vu des limites, puis on a plein d'exemples dans d'autres domaines où finalement les effets ont été moins qu'escomptés. Alors, je mentionnerai aussi un peu quelque chose qu'on a vu, le fait de se dire « Ah, c'est bon, on a une loi sur le droit à la déconnexion, donc le problème est résolu. » Puis on passe à un autre enjeu. Donc, se questionner sur l'applicabilité et aussi l'adaptabilité à différents milieux de travail, parfois fort différents de ces outils qui peuvent paraître bien marcher dans un contexte. Et puis, sans compter que les outils législatifs peuvent parfois être déviés de leur fonction d'origine. Alors, quelque chose qui pourrait peut-être paraître une bonne idée, par exemple, sur un droit à la déconnexion, eh bien, est-ce qu'un employeur rusé, une plateforme rusée ne pourrait pas dire « Tiens, je vais limiter à 20 heures par semaine le nombre d'heures que je vais donner à mes travailleurs de plateforme ». Parce que je protège leur santé, oui, il ne faut pas qu'ils travaillent trop. Alors, vous voyez, se questionner sur la transférabilité aussi, je pense, des outils de régulation et sur comment est-ce qu'on pourrait les utiliser à bon escient ou pour un meilleur ou un pire travail dans d'autres catégories d'emploi. Voilà.
Merci beaucoup. Très riche synthèse. Puis avant de peut-être me tourner vers les questions qui sont dans le chat, je veux quand même souligner justement qu'il y a quand même quelque chose présentement à réfléchir pour des personnes justement qui ont une forme d'emploi traditionnelle, je dirais, peut-être les personnes qui font partie des unités dont Pierre Samuel nous parlait, qui ont une forme d'emploi traditionnel, un horaire relativement prévisible, théoriquement fixe, avec une rémunération fixe, bien, de plus en plus, compte tenu des nouveaux modes d'organisation du travail, bien, justement, les limites au temps de travail n'est plus tant ce qui préside à quand, comment je fais mon travail. Et ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'en fait, c'est vraiment une logique de je reçois une rémunération fixe, tel montant, pour accomplir une prestation de travail. Et c'est vraiment finalement le résultat qui compte et pas tant combien de temps ça me prend pour faire le résultat. Et ça, n'est-ce pas là la logique quand on pense aux grandes catégories proposées par le droit du travail, de ce qu'on appelait jadis l'entrepreneur indépendant qui avait, savait qu'il y avait un travail à faire, qu'il y avait une telle rémunération pour le faire, un tel montant pour le réaliser, que finalement, bien, on se rend compte que de plus en plus, ce modèle-là est de plus en plus présent dans des formes qui sont considérées comme étant des formes salariées, même des formes traditionnelles d'emploi liées à quand même une moins grande précarité, en fait, que d'autres formes d'emploi. Donc, je pense qu'effectivement, ce qui se passe, et c'est important de mettre en lumière et de mettre en relation ces formes d'emploi très différentes, où il y a évidemment des différents niveaux de précarité, il faut le souligner aussi, mais de mettre en relation les réalités qui sont vécues par ces différents groupes-là pour voir, comme le dit Migui, comment certains modèles sont en train de créer des transformations en profondeur de nos représentations vis-à-vis de comment s'organise le travail et notre prestation de travail. Abdullah, I think you want to say something. I think you raised your hand, and then I would turn to the questions. Go ahead. I'll just adding on what Emily said about like an example of platform limiting 20 hours a week. Let's say that. So it should be a balance between the hours and how much we are making. Because at the end of the day, we have bills to be paid, and like there's basic need of life, which will be like home, utility, food, grocery. There's like certain things. It might be like, okay, owning a vehicle maybe or a fancy mobile phone, those are not like basic needs of life. But just to do basic needs of life, you can do the calculation within 5 or 10 minute research on Google, and you know how much money you need to make. So that should be equal to a limitation of 4 weeks worth of delivery, let's say that. And if you're working like a traditional job and you know that, hey, I'm spending 40 hours a week, I'm making this enough money. So if my expenses is more, I know that, oh, I need to find another job with 10 hours a week, a total of 50, I'll be fine at the end of the week. But since pricing inflation is going all over the world and our income wages is going down, and I can call it like wages theft, and then we don't know how many hours we need to work, so we don't know how much more we need to add this month to make it even by the end of the month. So limiting the hours for our health and our mental health, also to spend time with our kids, with our loved ones, to have enough sleeping hours in a day. It needs to be balanced with how much money we can make. Thanks. Thank you very much, Abdullah. So if anyone wants to ask a question, intervene, you can raise your hand at this point. I will try to make sure I see your little hand between all the pages. But maybe, peut-être pour commencer, là, des commentaires qui sont intervenus dans le chat. Le premier commentaire de Mélanie Laroche, et je pense que ça doit certainement résonner pour plusieurs participantes ici, la question d'identité professionnelle, puis elle parle notamment là, des travailleurs professionnels et cette volonté de se débarquer, de bien faire, d'avoir un apport significatif sont des éléments évidemment très importants ou des raisons qui peuvent expliquer pourquoi ces personnes-là ne dénoncent pas leur surcharge de travail, quitte à effectivement sacrifier leurs vacances annuelles et autres temps de repos. Voilà, oui, alors tantôt peut-être si Pierre Samuel ou Émilie, vous voulez réagir là-dessus là, avec plaisir, on pourra y revenir. Une question ici que Mélanie soulève, dans quelle mesure les travailleurs et les travailleuses
pourront se saisir des lois, des conventions collectives. Par exemple, elle donne l'exemple du droit à la déconnexion, mais autres droits qui peuvent être conférés aussi par les lois et les conventions collectives si ce n'est pas dans la culture donc, de ce milieu, de ces organisations-là. Donc, un enjeu là, ici de se saisir du droit ou de se saisir des protections disponibles pour les mettre en œuvre. Je ne sais pas, peut-être, Pierre-Samuel, j'ai envie de me tourner vers toi pour dire, est-ce que vous rencontrez cet enjeu-là en termes de mobilisation, finalement, de normes ou de droits disponibles? Oui, ben juste rapidement, je vais aussi répondre rapidement à la question d'identité professionnelle. Je pense que c'est un excellent commentaire. Puis j'ai parlé effectivement de la volonté pour certains de nos membres de vouloir progresser au sein de l'institution, mais il y a aussi définitivement, je pense, un facteur identité professionnelle qui est très fort. Puis explique potentiellement en partie aussi les résultats qu'on voit certainement auprès de nos membres. Donc, je pense que c'est effectivement un excellent commentaire. Ce que je noterais au niveau de ta question, c'est ce qu'on a tendance à dire, nous autres, souvent, c'est des fois, on peut négocier les meilleurs contrats de travail, mais le contrat de travail est seulement aussi bon que la volonté et la capacité des membres à être capables de le faire respecter par l'employeur. C'est souvent c'est un défi qui s'applique pas juste sur les heures de travail, qui s'applique sur plusieurs aspects du contrat de travail. Puis c'est un défi auquel n'importe quel syndicat doit faire face aussi avec ses membres, qui est à dire il y a toute une formation, une éducation qui doit être faite auprès des membres lorsqu'il y a un syndicat pour vraiment les amener à comprendre pourquoi c'est important de faire respecter leurs droits. Puis c'est quelque chose qui est continuel et qu'on ne doit jamais arrêter, je pense, de faire. Nous autres, un des plus grands drames qu'on trouve des fois avec la pandémie, c'est que avant ça, lorsqu'on était en personne au travail, puis on doit trouver d'autres façons de s'organiser, mais on était organisé pour pouvoir parler à nos membres. On avait des gens des sections locales qui étaient sur le terrain, qui pouvaient continuellement garder nos membres informés. Il y avait toute cette discussion-là de bureau où est-ce que le syndicat, c'est comme ça un peu, tu sais, qui grandit par les racines puis qui réussit à fonder des fondations solides avec ses membres. Puis, c'est certain que c'est un aspect, le travail à distance étiolé un peu cette capacité-là de notre syndicat, des fois, de vraiment rejoindre chacun de nos membres à travers notre organisation. Puis, il doit y avoir toute une réflexion au sein de notre syndicat sur comment on peut reconnecter avec chaque individu, puis recommencer ce processus-là de continu d'éducation au niveau de faire respecter ses droits, puis pourquoi c'est important pour eux et pour l'ensemble du groupe. Jennifer Abdullah, I don't know if you want to add anything on that, on really the uptake of legal protections when, like if I know that in the case of gig workers often misclassified, but uptaking some protections if eventually these protections could be granted, if there an issue there, like what do you see, do you fear this would be an issue, and why would it be an issue, and how can we intervene for it not to be an issue, and really in terms of uptake, I'd say. In the original question, the person talked about like feeling a sense of pride in your work, and then not wanting like your professionalism to be seen less, and so then that's why you maybe don't feel like you can claim your overtime or fight for a wage increase, or all of those things, right? That I find is like a direct parallel for gig workers. And so like, I guess what I mean, sorry, I'll get there in a minute. What I mean to say is I think that the solution to that is in reorganizing the way we look at work, and also the way that we look at organized workers. And it is a broader shift on the part of workers, labor organizations, the broader movement, society, et cetera, into how do we view our relationship with our workplace and our employer. So like for gig workers, absolutely. Work to isolate and separate workers by asking us to critique each other's professionalism. Apps work to make us think less of a coworker because that coworker didn't buy a delivery bag. They just put the food on the handlebars of their bike. And so very quickly we become
separated from each other and distanced from each other, and we say that person is less of a professional than I am. They think less of this work and of the way they do this work than I do. And I bring that up like to say that the problem, I think, that leads to this and that connects gig workers and folks who have more traditional work is in the imbalanced power dynamic with employers. And so whatever legal protections we have, that power dynamic will always be there. And the solution, I think, is in shifting the way that as individuals, we look at our relationship with work and organizing within our workplaces, whether that's in a traditional union or something new and creative, whatever's right for you, but shifting the power dynamic and moving more power into collective workers, I think, is where we will find the maybe confidence and safety to hold our employers accountable for the things that we deserve and oftentimes are entitled to. Thank you, Jennifer. Émilie, j'ai envie de t'interpeller, peut-être aussi en lien avec un autre commentaire là, qui est dans la barre de chat sur justement la question de ce qu'on peut appeler aussi l'hyperconnectivité, les personnes là, qui répondent à leur courriel, lisent leur courriel. Et ce que la personne dit dans le chat, c'est même si on n'oblige pas à se faire et que c'est devenu une norme acceptable et acceptée. Donc, peut-être si, en lien aussi avec ce qui s'est dit en termes de le fossé entre les protections et ce qui se passe réellement et ces nouvelles réalités sociales-là, je ne sais pas, peut-être si on pouvait t'entendre un peu là-dessus. Oui, c'est sûr, le fait de répondre à ces courriels le soir, la fin de semaine, par beaucoup de personnes, surtout des professionnels, c'est vu comme une marque de professionnalisme. Et ça, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui s'est instauré petit à petit avec la généralisation des technologies de communication. Et on a été, me semble-t-il, tous un peu surpris collectivement du potentiel de ces technologies. Puis là, je ne vous annonce rien de nouveau, c'est pas près de... on ne va pas revenir en arrière, il n'y a personne demain matin qui va revenir au téléphone filaire et ainsi de suite. Donc, ça va aller de pire en pire, me semble-t-il. Et donc, il faut collectivement apprendre à contrôler ces technologies et pas que ce soit elles qui nous contrôlent. Enfin, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais comment développer des nouvelles règles de politesse, de civilité au travail. Et finalement, ça rejoint toute la littérature sur le travail décent. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un travail décent ? Qui est, comme Abdullah El-Signalais, c'est un travail qui vous permet de gagner votre vie, mais c'est aussi un travail qui vous permet de garder votre intégrité psychique par rapport au travail. Et ce n'est pas un hasard, me semble-t-il. Bon, on a le travail est de plus en plus dématérialisé. Donc là, on parlait des plateformes, les transformations numériques nous emmènent vers des emplois de plus en plus intellectuels, qualifiés, donc un travail dématérialisé. Et donc, comment dans ce travail duquel on ne peut plus se couper ni physiquement ni psychologiquement, parce que qui n'a pas pensé à son travail le soir en s'endormant dans son bain ou ainsi de suite. Donc, comment garder cette saine distance en sachant que l'idée selon laquelle voilà, les jeunes ne sont plus intéressés au travail, tout ce qui les intéresse, c'est leur loisir, ainsi de suite, c'est pas tout à fait vrai, parce que ce que nous montrent les enquêtes un petit peu sur les générations, sur la place du travail dans nos vies, même si la famille, les amis, le loisir arrivent quand même en première place, le travail, ça arrive en numéro 2 dans nos valeurs. Donc, il ne faut pas penser que le travail n'est plus central dans nos vies, il est encore central dans nos vies. Et ça, effectivement, c'est une réflexion collective à avoir, et l'erreur, à mon avis, serait de penser que c'est un problème individuel, c'est-à-dire que penser que le problème d'Uber, c'est pas la compagnie,
Mais le problème de Jean-Paul, c'est qu'il n'éteint jamais son cellulaire. Puis voilà, c'est bien fait pour lui, son employeur le contacte à n'importe quelle heure. Non, c'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif. Et justement, c'est cette articulation entre des pratiques individuelles que nous avons tous, et nous sommes tous ici des très mauvais exemples, je pense, parce qu'on fait tous ce qu'on prêche de ne pas faire. Donc, comment articuler le niveau individuel avec le niveau collectif, et pour justement arriver vers des cultures, à développer des cultures organisationnelles qui vont entendre la flexibilité comme une flexibilité qui arrange l'employé et pas une flexibilité qui permet à l'employeur de requérir qu'il soit à sa disposition n'importe où, n'importe quand. Donc, je pense effectivement qu'on a besoin d'avoir cette réflexion-là dans des cercles peut-être plus larges que les cercles traditionnels, des syndicats traditionnels, peut-être avec d'autres acteurs, comme je le disais tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais peut-être lire la question qui est dans la boîte de chat posée par Geneviève Barry-Gingras, professeure au département de relations industrielles à l'Université Laval, et je vois aussi la main de M. Bihan levée. Alors, peut-être que je vais lire la question et prendre votre question ensuite, et je pourrais renvoyer ça là, aux panélistes, et je pense qu'après, nous devrons malheureusement conclure. Nous pourrions aller au-delà de notre durée normale de travail pour poursuivre la discussion, tellement c'est passionnant. Alors, la question de Geneviève Barry-Gingras, les changements climatiques nous amène à penser non seulement à une transition juste, mais à une nécessaire décroissance juste. Ça amène aussi à penser à la réduction du temps de travail sans perte de rémunération. Or, actuellement, les préoccupations des employeurs et des gouvernements sont surtout tournées vers les pénuries de main-d'œuvre. Comment faire émerger ce besoin, donc ce besoin de décroissance, pour une vie plus équilibrée pour tout le monde? Moins d'heures de travail, plus de prévisibilité, un revenu stable et adéquat. Donc, la question de peut-être réarticuler la durée du travail, l'accès justement à des conditions de travail décentes et à une sécurité économique avec la réalité des changements climatiques et de la décroissance. Donc, je dépose cette question-là auprès des panélistes. C'est une vaste question à laquelle nous invite Geneviève, et peut-être Alain-Christophe Bihan, si vous voulez ouvrir votre micro et poser votre question, là, nos panélistes pourront répondre à la suite. Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Merci aussi pour la qualité des débats. Moi, je vais peut-être intervenir dans le sens d'une des interventions aussi que Mélanie Laroche a posée, et je parle un petit peu par expérience. Je suis actuellement je fais un doctorat, mais je suis aussi en négociation de convention collective. Je crois que les enjeux, c'est en lien avec le droit à la déconnexion, c'est d'abord parce qu'on n'y pense pas dans le contrat de travail. Alors, effectivement, c'est un changement de culture. Puis j'aimerais entendre les panélistes réagir à ça. Par ailleurs, les conditions de travail sont tellement en mutation rapide qu'il y a un grand défi pour saisir quelles sont les implications et les retombées de ces transformations numériques au quotidien dans le travail, et dans quelle mesure il est possible donc de les penser en avant pour repenser le travail autrement, et enfin arriver à faire adhérer les travailleurs et aussi faire adhérer l'employeur, parce qu'à un moment donné, il va signer une convention collective. Merci. Ça aussi, c'est une très vaste question face à l'accélération des mutations en cours. Est-ce que, je ne sais pas qui veut commencer à répondre, Jennifer, Pierre-Samuel, Abdullah, Émilie? Je peux peut-être essayer de commencer. Ben, je suis tout à fait d'accord avec le commentaire. C'est pour ça, un peu plus tôt, que je disais quand M. Bihan disait qu'on n'y pensait pas. C'est pour ça que je disais, je crois que pour nous, il y a un travail d'éducation continuelle à être fait avec nos membres pour leur rappeler quels sont leurs droits. Puis quand je disais, ça s'applique au droit à la déconnexion, mais ça s'applique en fait pour à peu près tout ce qui se trouve sur la convention collective. Vous savez,
il y a des résultats que j'ai donnés du sondage que j'ai pas nécessairement mentionné, mais on a beaucoup de gens qui ont répondu au sondage qui n'avaient jamais parlé à personne du syndicat dans leur vie, n'avaient jamais lu une seule page de leur convention collective, n'avaient jamais. Donc, des fois, on parle des cas idéaux, mais on part de loin avec beaucoup de personnes aussi. C'est pas tout le monde n'est pas égal nécessairement au niveau de leur connaissance de leurs droits au travail, puis même de leur intérêt envers ces droits-là auxquels ils ont accès. Donc, c'est certain que pour nous, c'est un combat perpétuel d'engager nos membres puis de les mobiliser et aussi de les éduquer continuellement sur ces questions-là. Ceci étant dit, sur la question aussi, puis le lien qui a été fait avec la transition juste et la nécessaire décroissance, je pense que c'est une question très intéressante sur laquelle on se penche, pas nécessairement, bon, bien sûr, uniquement en négociation de convention collective, mais une chose que je peux dire sur cette question-là, c'est que lorsque, encore une fois, on a questionné nos membres, vous savez, la semaine de travail de 35 heures, par exemple, c'était, voilà, quelques années, c'était à toutes les négociations, ça faisait partie de nos revendications, c'est quelque chose qu'on demandait, puis cette fois-ci, ça a été peu parlé, peu discuté. Peut-être qu'il y a une certaine désillusion à savoir si c'est encore quelque chose d'accessible chez certains de nos membres, mais la discussion a vraiment été remplacée par l'aspect de flexibilité au travail qui s'est imposé comme étant peut-être la nouvelle façon. Vous savez, avant ça, lorsqu'on parlait justement de conciliation travail-famille, c'était toujours, on parlait des semaines de travail moins longues. Maintenant, les gens parlent plutôt de flexibilité, davantage à savoir quand est-ce qu'ils vont travailler puis quand est-ce qu'ils vont effectuer leurs heures de travail. Donc, la discussion s'est déplacée de ce côté-là, mais je suis d'accord avec des interventions plutôt que éventuellement la discussion va peut-être devoir évoluer aussi à savoir et de parler d'une autre façon que en termes d'heures de travail, puis de parler de vraiment voir une autre façon de quantifier la productivité et le travail des employés, mais ça va être toute qu'une révolution dans notre domaine, c'est sûr, parce que le contrat de travail est basé en grande partie sur le concept des heures de travail. Donc, ça va être un chantier assez important à entreprendre, il n'y a pas de doute. Puis peut-être la dernière réflexion à ce sujet-là, j'ai mentionné un peu plus tôt quand j'ai dit que normalement nos membres priorisent des différents aspects. Puis le numéro 1 que les membres priorisent est bien évidemment souvent les salaires. Qui sont l'aspect numéro 1 que les membres veulent voir être négociés puis avoir un aspect favorable. Puis je ne vous mentirais pas qu'on a eu des conventions collectives parce qu'il y avait très peu d'amélioration dans le contrat de travail, mais si les augmentations salariales rencontraient ce à quoi nos membres s'attendent, souvent le contrat de travail pouvait passer, le vote de ratification est accepté par les membres. Et tout ça pour dire que même lorsqu'on leur demande directement si ils seraient prêts à accepter des augmentations salariales un peu moindres en échange de plus de vacances ou d'une plus grande, d'une moins longue semaine de vacances, de travail. Donc, de plus, la plupart du temps, les membres répondent encore à deux contre, de 10% des membres répondent qu'ils veulent maximiser les augmentations salariales avant de regarder une diminution des heures de travail ou une augmentation des vacances. Donc, c'est quand même des résultats intéressants pour nous toujours de prendre en compte que reste que le salaire, puis ça reste la priorité numéro 1 pour nos membres la majorité du temps. Merci, Jennifer and Abdullah, on the question about degrowth and climate change and just transition. And do you want to add anything on that? For me, that's actually really interesting, and I hope that we will take what I think this question asks us away with us to the different communities and places where we talk with other workers. I think when we talk about climate change, when we look at the pandemic and what has happened, for me, learning about the labor shortage feels very reminiscent of sort of fears around automation of work. For me, what all of that comes to is that we are in a moment in time when, whether we are comfortable with it or not, we must reassess how we are functioning and how we are doing things.
and that universally we require supports that we don't have. And I think as we look to building towards a better future, we are looking at the necessity of things like universal incomes and universal access to benefits and protections, to be able to go to the dentist, the doctor, to retire, that as work changes, as the world changes, what we need to reassess and reevaluate is, are we taking care of each other? And is pay per hour the best way to take care of each other? For me, that's what I think about. Abdullah, do you want to add anything to that? No, I'm good. Thank you. Émilie, est-ce que peut-être tu souhaites intervenir sur l'ensemble des questions qui ont été soulevées? Puis après, je pense qu'on va devoir tristement conclure. Oui, très rapidement sur les changements climatiques, là encore, c'est d'être capable de faire des liens entre ces différents enjeux. Et puis, comment rendre le travail soutenable? C'est une question donc, dans un environnement où les ressources sont limitées, où effectivement les changements climatiques sont là. Donc, dans cette idée de rendre le travail soutenable, comme je l'ai dit en introduction, on a utilisé jusqu'à présent un seul outil qui était le temps de travail pour limiter le travail, protéger les employés, les employeurs. Peut-être serait-il temps d'innover et en ajoutant à cet indicateur du temps de travail un indicateur de pénibilité du travail, parce qu'on voit que c'est des revendications qui reviennent souvent, sur les préoccupations des employés sur le salaire. Donc, on voit que les questions sont beaucoup plus larges et dépassent aux politiques publiques, sur ce que disait Jennifer, un revenu garanti. Alors, puis, je vais terminer sur l'aspect transnational et transfrontalier de ces questions qu'on n'a peut-être pas beaucoup abordé, sur le fait que les plateformes sont situées souvent dans des pays étrangers. Enfin, Uber, me semble-t-il, avait son siège social aux Pays-Bas, quelque chose comme ça. Donc, si vous vouliez contester, il fallait contester devant un tribunal aux Pays-Bas. Bon, alors, c'est des enjeux très locaux. Comment on se retrouve plongé finalement dans du droit international. Et puis, dernier point aussi par rapport à la question des pénuries de main-d'œuvre dont on entend beaucoup parler au Québec notamment, sur cette espèce d'idée que en augmentant l'immigration, on va résoudre les pénuries de main-d'œuvre, et l'importance de lier ces questions des emplois précaires à des questions un peu intersectionnelles. Qui sont ces travailleurs précaires? Est-ce que les immigrants sont surreprésentés et ainsi de suite. Donc, l'importance de resituer dans des questions vraiment transnationales et transfrontalières ces questions d'économie de plateforme et de meilleur ou pire travail, parce que finalement, ce qui se passe aux Pays-Bas va nous impacter au Canada, aux États-Unis et inversement. À cet égard, je mentionne quand même un commentaire qui a été fait par Martin Langlois dans le chat sur justement dans la lutte pour la reconnaissance des droits des travailleurs et travailleuses et les victoires dans d'autres États, notamment au Royaume-Uni et en France. Et je dirais et aussi certaines décisions qui ont été rendues en Ontario. Alors oui, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine table ronde, à savoir à quel point le droit peut être utilisé comme levier, justement, comme force transformatrice sur le plan plus sociétal ou sur le plan collectif, comment une victoire parfois même individuelle peut transformer certaines pratiques et tendre vers justement des conditions de travail, un travail plus décent. Alors ça aussi, je pense que ça pourrait être un thème en soi. Est-ce qu'on peut appeler parfois le litige stratégique avec le droit? Alors, merci beaucoup, Martin, pour cette question. Alors, je rappelle aussi à toutes celles et ceux qui sont là, what Jennifer put in the chat, if you are available tonight, this evening at 7 p.m., Gig Workers United and the Ontario Federation of Labor will be hosting a panel on the report on future work.
and the reality what a third category means for all workers. And she has put the link in the chat box. So if you are available and interested, please feel free to join. So thank you very much. Merci beaucoup. It was a great pleasure to have you all, and we'll keep up the work. And thank you again to our panelists for taking the time and to our participants for being here. Thank you very much.